Bonjour Eric. Bonjour Loïc. Merci de m'accueillir chez toi. Donc 2 ans après la dernière vidéo, c'est super cool de revenir. Et donc là, si tu le veux bien, j'aimerais bien qu'on parle de basalte. Et ensuite, on fera d'autres vidéos. On parlera de ton livre, d'une revue aussi que tu mets en place. Et si ça serait bien aussi de parler un peu des ondes électromagnétiques, magnétiques dans la nature. Qu'est-ce qu'on peut voir au travers de ce regard dans la nature? Alors déjà, au niveau du basalte, le basalte, c'est quelque chose qu'on utilise dans l'agriculture énergétique ou avec cette roche paramagnétique, on va la mettre sur le sol, donc pour interagir avec les plantes et favoriser la croissance et la germination. Et même la résistance au manque d'eau, tu disais. Est-ce que tu peux nous parler un peu du basalte, nous dire l'origine du basalte, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert dans l'agriculture énergétique? D'accord. Voilà. En fait, le basalte, si tu veux, c'est une roche éruptive, volcanique. Donc c'est une roche qui est jeune, en fait. Et du reste, même si on voulait faire une forme de rajeunissement des sols, le basalte y contribue très largement. Historiquement, c'est réellement une roche jeune. Elle est issue donc des volcans. Mhm. On en a partout sous le manteau terrestre. Voilà, donc c'est pas quelque chose d'exogène, c'est-à-dire que on en a vraiment partout sous l'ensemble du manteau terrestre. Mais ce sont des basaltes différents par rapport à l'histoire de la géologie de la planète Terre. Donc il faut pas avoir peur quand on pense que quand on va chercher du basalte dans une carrière, c'est un matériau qui n'existe nulle part ailleurs. Non, non, c'est vraiment, on en a partout. Et on va utiliser ce basalte effectivement pour le côté nutritionnel, parce que ça comprend énormément d'oligo-éléments, Mhm. donc du molybdène, du cobalt, qui va permettre la synthèse de la vitamine B12 dans le sol avec la vitamine C. Donc sans ce cobalt, on est cuit. Ah ouais. Voilà, donc c'est ce qui permet d'avoir les bons micro-organismes entre la vitamine B12 et la vitamine C dans le sol et l'assimilation du cobalt. Donc il y a une synergie entre ces trois éléments. Et puis la silice, qui elle n'est pas paramagnétique, elle est neutre, elle est à 0 CGS si tu veux, mais la silice va apporter bien d'autres effets au niveau de la résistance des plantes, pour la protection au niveau des lamelles cellulaires. Elle contribue très largement à ça, quoi. D'accord. Les CGS, donc c'est les centimètres grammes par seconde, c'est-à-dire que par exemple c'est une unité de mesure qui a été développée par Callahan, où ils soumettent une roche à un champ magnétique ou un matériau à un champ magnétique constant et ils mesurent son déplacement en centimètres grammes par seconde. C'est ça. Et donc on dit que le basalte il est paramagnétique, c'est-à-dire que soumis au champ magnétique constant, il peut lui-même se magnétiser et interagir du coup sur les plantes, sur la vie du sol et sur l'environnement, c'est ça, hein? Alors il peut se magnétiser, mais il a rien à voir avec les éléments magnétiques comme le fer, par exemple. Lui, il a une susceptibilité magnétique. En fait, c'est une cadence, en fait, si tu veux, quoi. Voilà, et donc c'est une vitesse d'aimantation qu'on vient mesurer. Et on sait maintenant qu'au plus on est paramagnétique, au plus il y aura de vie. Et on sait que la vie est paramagnétique. On a mesuré au laboratoire avec le fiston il y a 2 ans. On a disséqué plein de plantes, donc on a récupéré les cellules mortes et les cellules vivantes. On sait que dans un arbre, par exemple, tu as infiniment plus de cellules mortes que de cellules vivantes. Il y a plus de masse statique que de masse dynamique. Là, c'est un empilement de déchets, en fait, un arbre. Et en fait, on s'est aperçu qu'en analysant toutes ces cellules, tout ce bois mort était à l'inverse du paramagnétisme, à l'inverse de la roche volcanique. Tout ce bois mort était diamagnétique. Et on s'aperçoit qu'un arbre a bien plus de diamagnétisme que de paramagnétisme. Et toutes les cellules vivantes étaient paramagnétiques. Donc ça faisait un peu comme un bipôle, si tu veux, quoi. La vie, il faut toujours qu'il y ait le plus et le moins. Et sur cette planète, il y a énormément de diamagnétique, mais naturel. Donc il y a du diamagnétique, tout le bois mort est diamagnétique. Quand tu vas broyer du bois, si tu broyes avec du bois qui a au-delà d'une année, ça sera du broyage de bois diamagnétique, et ça permet pas la vie. Ça permet d'attirer des champignons qui sont saprophytes, mais pas des champignons qui sont endo- ou ectomycorhiziens, qui permettent les échanges avec les plantes. Donc c'est une erreur. Je vois beaucoup de gens qui mettent du broyage de bois dans le jardin. Pour moi, c'est une erreur parce que on devrait juste broyer le rameau de l'année. Et le rameau de l'année, lui, il est paramagnétique, donc il permet d'accueillir la vie qui est en symbiose avec les plantes. Diamagnétisme, c'est soumis à un champ magnétique constant, ils se repoussent, les deux se repoussent. C'est ça. C'est ça, hein, ouais. Ouais, ouais. Parce que de base,
je reviens un peu en arrière, mais sur la Terre, normalement, dans les champs, dans les parcelles, il y avait naturellement des particules paramagnétiques. Ça, c'est Yannick Vandon, je sais qu'il me racontait ça, où il y avait, donc suite aux éruptions volcaniques, etc., les roches ou des cendres qui se mettaient sur la Terre, et ça permettait d'avoir naturellement un sol paramagnétique. Et maintenant, avec l'agriculture conventionnelle, où on a érodé les sols, donc l'homme il s'est mis à éroder la Terre, et s'en est suivi le lessivage, on a perdu nos particules qui sont allées dans l'eau, puis dans la mer, et on se retrouve avec des terrains qui maintenant ne sont plus paramagnétiques, hein. Ils ont plus cette force, on va dire, de capter les champs magnétiques, on pourrait le dire comme ça. Qu'est-ce que tu penses sur ce que je viens de dire? Alors c'est déjà un premier élément, et j'ai rien à rajouter par rapport à cette brillante explication. On peut rajouter quelque chose sur le millefeuille, c'est que toutes les molécules de synthèse sont diamagnétiques. On en a mesuré énormément. On a mesuré du DDT, du Roundup, de l'atrazine, des fongicides, des insecticides. T'en as qui sont entre moins 100 et moins 480 CGS. Donc c'est l'incapacité d'une substance, on va dire, à s'orienter vers le champ électromagnétique terrestre, en fait. Donc en fait, c'est mort. Donc quand tu mets un fongicide de synthèse chimique, quand tu mets un insecticide de synthèse chimique ou un désherbant, c'est une substance qui à la base est morte, en fait. Alors on pourrait dire, ouais, mais comment se fait-il que dans la vie, il y a aussi du diamagnétique? Et en fait, le diamagnétique est mort, en fait. Mais on a des champignons qui sont à même de manger ce bois mort. Voilà, c'est une des particularités. Mais il faut pas s'attendre à ce qu'il y ait de la vie qui soit propice à la croissance de tes légumes derrière, tu vois, qui se développe. Donc c'est un peu la nuance. Sur la planète, je l'ai dit, il y a du diamagnétique et du paramagnétisme, mais la vie a choisi le paramagnétisme, en fait. Ouais. La vie, c'est comme connecté au champ magnétique, aux ondes électromagnétiques environnantes. On a coévolué avec cet environnement, ce bain énergétique, on va dire, et on est comme en connexion, en fait, avec tout ça. C'est ce que j'appelle depuis maintenant 30 ans la biorésonance. Si je prends simplement au niveau de nos arcades sourcilières, il y a des travaux dans les pays nordiques, en Suède, qui sont admirablement bien élaborés. On a juste 5 millions de magnétites et de gégites au niveau des arcades sourcilières, 100 millions dans le cerveau. Donc tu vois, on est complètement connecté, d'où la dangerosité de tous ces champs électromagnétiques exogènes, artificiels, qui sont des artefacts de la société, quoi. Ouais. Il y a même, tu disais dans ton livre, les bactéries magnétotactiques, où il y a des bactéries, elles ont de la magnétite à l'intérieur d'eux qui leur permet de s'orienter en fonction des champs magnétiques, voire même les oiseaux aussi qui ont dans la région de la tête cette fameuse magnétite au niveau nanoparticulaire, et ça leur permet de s'orienter dans le champ magnétique, par exemple. Tu en parles aussi de ça. C'est complètement ça. On en a même isolé dans les ferments de plantes, ces fameux magnétosomes, qui permettent d'avoir une susceptibilité magnétique. Ça veut dire que quand ça arrive, quand tu pulvérises des ferments de plantes, comme l'ortie, là, qu'on soude au sol, et si ton sol est suffisamment paramagnétique, donc il y a une capacité d'accueil, c'est-à-dire que ces micro-organismes vont se démultiplier. S'ils se démultiplient, la conductivité augmente. Si la conductivité augmente, la croissance et la résistance augmentent, en fait. Jusqu'à un certain seuil. On n'arrivera pas à le faire exploser, mais on va toucher une forme d'homéostasie, d'équilibre, en fait. Voilà. Ok, donc le basalte, c'est une roche naturelle, c'est une roche volcanique qu'on peut utiliser en agriculture, dans le jardinage, en maraîchage, pour le mettre sur notre sol, pour favoriser la vie, favoriser la croissance des végétaux, le développement des végétaux. Et vous, ça, c'est quelque chose dont vous savez depuis plusieurs années. Et aussi, vous faites des expérimentations pour voir dans le concret qu'effectivement, il y a des effets sur les plantes. Alors, on le fait sur des hectares. Ouais. Voilà, c'est souvent 300, 400 hectares. On a maintenant des groupements de céréaliers qui montent des protocoles avec nous, mais aussi des groupements, le groupe 30 000 des viticulteurs à Beaune, par exemple. Donc on a une tripotée de viticultrices, viticulteurs, d'agricultrices et d'agriculteurs professionnels qui ne reviendront jamais en arrière, c'est-à-dire qui ont mis ce basalte et qui ont vu les réels changements en termes de productivité, en termes d'adaptabilité à la sécheresse. Mais ce que l'on sait aussi, c'est qu'on n'en mettra pas tout le temps. C'est-à-dire qu'on a mis en place un protocole d'application du basalte avec tous les éléments qui l'accompagnent, c'est-à-dire la nourriture des micro-organismes, l'engrais vert, etc. On sait que ce basalte, à un moment donné, on n'aura plus besoin d'en mettre. Ça, c'est notre approche. On a maintenant des sols où on n'en met plus. C'est-à-dire qu'on avait des sols qui étaient diamagnétiques. J'avais des céréaliers qui avaient tellement mis de désherbants, on avait des sols à moins 600 CGS, tu vois. C'est très diamagnétique. L'incapacité d'un sol à accueillir la vie, en fait. Donc plus de vers de terre, plus de micro, plus de vie. Là, j'ai des photos, c'est le désert. Voilà. Donc là, en fait, on a ramené le basalte, les ferments, tout ça s'est démultiplié. On a petit à petit atteint un paramagnétisme. Notre but, c'est d'atteindre au moins les plus 300 CGS. Voilà. Avec mon ancienne assistante qui était docteur en biologie, on a analysé plein de sols partout sur la planète.
On est dans un monde connectif, les gens ont joué le jeu, ils nous ont envoyé plein d'échantillons de sol. Moi, je voyage beaucoup. Donc c'est un de mes objectifs, c'était d'analyser des sols là où il y a eu de l'agriculture conventionnelle, là où ça n'a pas été touché, et on s'aperçoit que là où ça n'a pas été touché, on avait des sols à plus 300 CGS, c'était une moyenne. Donc l'idée c'est de revenir vers ces sols-là, et on s'aperçoit que c'est une moyenne en dehors des volcans, hein, qui sont à minima à plus 600 jusqu'à des plus 9000 voire plus. Donc l'idée c'est de revenir à ces plus 100, plus 300 CGS. Ouais, il y a même souvent, quand tu vas dans des vignes ou quand tu vas dans les champs, les CGS, on est entre 0 et 50. Il y a même moyenne nationale dans le négatif, mais est-ce qu'on retrouve des sols où il y a encore un peu de paramagnétisme, mais très très peu, ça se trouve, c'est tous les sols sont dans le négatif dès qu'on a utilisé les couches synthèse chimique? Non, là, non, ils sont rares ces sols diamagnétiques. Ah. Heureusement. Mais la moyenne nationale, c'est plus 30 CGS en céréales et en vigne. On en est là. Et tu vois, normalement, on sait qu'un bon sol, on arrive à partir de plus 100 CGS, quoi. Il commence à décoller. Donc là, en fait, les céréaliers, les maraîchers, les vitis avec qui je travaille, mais même les zones urbaines, ont complètement conscience de ça. C'est-à-dire qu'en fait, on dit souvent en Suisse, essayer, c'est l'adopter. Et quand ces gens-là doutent de mes propos, ils ont l'intelligence de monter des protocoles d'expérimentation avec un témoin où ils mettront pas de basalte et un autre où ils mettront du basalte, et la différence est cuisante en fait. Voilà. En termes, on peut pas lutter contre l'empirisme. Quand on essaye quelque chose à plusieurs reprises, la plante elle va pas mentir. Si on voit qu'on a mis la roche et la plante elle pousse mieux, visuellement c'est vrai que c'est marquant en fait. Voilà, ça fait des années que j'expérimente ici sur le lieu, aussi bien dans la serre d'expérimentation, les petits protocoles que je t'ai montrés. C'est à chaque fois flagrant, cuisant, et tous les ans on apprend. Je pense qu'on a beaucoup à découvrir au travers de ces effets énergétiques que sont le paramagnétisme. Ça n'explique pas tout, mais je pense que moi c'est une grande base qui permet de redéfinir une agriculture naturelle en fait. Si un agriculteur demain il veut mettre du basalte, si un maraîcher demain il veut mettre du basalte, si un jardinier particulier veut mettre du basalte, comment ça se passe? Parce qu'en fait déjà il y a différents types de basalte, il y a différentes carrières, il y a des micro-CGS différents. Je sais qu'il y a des carrières, elles ont le basalte à 3000 CGS, d'autres elles ont ça peut monter jusqu'à 9000 voire 12000, j'ai entendu. Donc on a différentes mesures comme ça de paramagnétisme. Comment on fait pour s'en sortir, pour savoir quelle est la dose que je dois mettre au mètre carré, la quantité, est-ce que je le laisse en surface, est-ce que je l'incorpore, comment ça se passe là-dessus? D'accord. Alors j'ai un souvenir quand je travaillais avec Jean Boucher de l'INRA, c'était un des premiers à travailler avec le basalte en fait. Voilà, c'est lui qui m'a enseigné. Lui, il mettait 1,5 tonnes, je sais pas si tu t'imagines, hectares, ce qui était pas dangereux du tout, mais pas nécessaire. Ouais. Voilà, il y avait trop de matériaux par rapport à ce que la vie pouvait transformer. Voilà. Maintenant, en fait, effectivement, tu l'as très bien expliqué, on a différents types de basalte qui viennent soit de la même carrière, c'est des veines géologiques différentes en fait. Et tu peux retrouver plusieurs CGS dans la même carrière, donc c'est un peu ce qui fait l'instabilité de tout ça. Donc effectivement, on a des carrières en Ardèche, dans le Massif central, un peu partout en France, où on est entre plus 600 et plus 3000, plus 5000 même, on a vu avec mon fils dans le Cantal aussi, on a vu la carrière de Saint-Flour, où il y a aussi là un basalte à peu près à plus 5500 CGS, qui est très intéressant. Tous ont un point commun, ils contiennent du cobalt, molybdène, manganèse, un des matériaux les plus paramagnétiques et qui, comme je l'ai dit, permet la synthèse de certaines vitamines en fait dans le sol, comme la B12. Maintenant, comment est-ce que je vais définir mes apports? Il faut déjà connaître les CGS, le paramagnétisme de ton sol. C'est le premier postulat. À partir de ce paramagnétisme, on va devoir définir le paramagnétisme du basalte que tu veux utiliser. Et c'est ça qui va définir le dosage. Donc, ce qui fait que là, pour le moment, on n'a pas défini réellement d'ABAC, mais parce qu'on est en manque de temps, hein, clairement. Mais ce que j'ai envie de dire déjà pour les jardiniers amateurs, quel que soit le basalte que vous utilisez, pour les jardins potagers, etc., quand je travaillais avec Jean Boucher de l'INRA, on mettait à peu près 40 grammes au mètre carré. Voilà, ça c'est pour le jardinier amateur. Il prendra aucun risque. L'idée c'est de le griffer un peu. Et s'il le peut, et ça vaut, c'est la même chose pour les professionnels, quand vous allez épandre votre basalte au sol, l'idée de le griffer un peu et tout de suite derrière, aller pulvériser un extrait fermenté de plantes, type extrait fermenté de luzerne, consoude ou d'ortie. C'est-à-dire qu'en fait, les micro-organismes vont profiter de l'hyperparamagnétisme du sol qui va pas durer, hein. Parce que si tu mets un basalte à plus 3000 CGS au printemps, sur un sol à plus 30 CGS, peut-être en automne, ton sol il sera à plus 70 CGS.
et tu auras perdu tout le paramagnétisme du basalte, ce qui est normal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de vie pour entretenir ça. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, tout ça va se stabiliser. Le paramagnétisme peut se perdre, c'est ça? Ah, il se perd. En fait ah ouais, il se perd. Il se perd très vite. Et si je mets, je dis un exemple, si je mets 500 grammes de basalte sur ma terre, est-ce que, donc j'en mets plus, potentiellement le paramagnétisme il va moins disparaître? Est-ce que c'est dangereux de mettre 500 grammes au mètre carré ou Alors c'est dangereux dans un sens où comme il y a entre 42 et 46% de silice, tu risques de faire un gros effet prisme. C'est-à-dire que quand la lumière solaire va traverser ce petit miroir qu'est la silice, tu risques de griller ton sol. Et si le basalte est dans un système de maraîchage, il est incorporé, je mets mon basalte avant de mettre mon fumier et après je mets le paillage par-dessus à l'automne, est-ce que là il y a ces risques d'effet prisme Non. ou c'est diminué? Non. Donc dans ce cas-là, ça pourrait être intéressant si on fait des couvertures de sol par-dessus. Oui. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Donc là, le fait de mettre 50 grammes au mètre carré, ça serait plutôt si on a un sol à nu pour pas prendre de risque avec cet effet prisme. C'est ce que je retrouve avec les céréaliers qui sont souvent en reconversion. Et on a des sols qui sont pas complètement à nu, mais presque, si tu veux. Et là, mettre le basalte et le laisser en pleine lumière, c'est dommageable pour la vie du sol. En tout cas, le peu de vie qu'il y a déjà dans le sol, il faut la bichonner, tu vois. Donc l'idée, c'est vraiment... nous, notre réflexe, c'est mettre le basalte, le griffer un peu et pulvériser un extrait fermenté là-dessus. Et là, on s'aperçoit, si tu viens suivre avec la conductivité derrière, elle va monter très très vite. Elle est révélatrice de l'activité des micro-organismes, en fait. D'accord. Ouais, ça irait de pair, donc du coup, avec ce que tu dis, l'effet prisme, là, je connaissais pas, ça, c'est intéressant. Du coup, si un agriculteur de grand champ, il veut mettre du basalte, il faudrait qu'il fonctionne pour pas avoir de problématiques avec du semis direct sous couvert aussi. Il faudrait qu'il couvre sa parcelle et pour stimuler l'activité microbiologique aussi avec le fameux, l'histoire du triangle que tu nous racontes. C'est ça. Ouais, c'est réellement une synergie. C'est-à-dire que si tu venais à mettre que du basalte dans le sol, ça sert strictement à rien, en fait. Et donc là, le paramagnétisme du sol va s'écrouler. Le paramagnétisme du basalte va s'effondrer en l'espace d'une année. Par contre, si tu mets la vie, c'est-à-dire les micro-organismes qui sont dans les extraits fermentés de plantes ou autres ferments, ça va permettre de maintenir un certain état paramagnétique, même s'il va s'écrouler, mais moins. Et par rapport à ça, après, il va falloir nourrir ces micro-organismes. En fait, c'est ça le triangle. C'est les micro-organismes en haut du triangle. À droite, c'est la nourriture des micro-organismes. Et à gauche, c'est le basalte dans ses fondamentaux qui va libérer le paramagnétisme qui est la colle de la vie, en fait. Après, il y a d'autres matériaux qui sont paramagnétiques, mais jamais autant que le basalte, quoi. Ça, c'est clair. Parce que si je veux mettre du basalte sur ma terre, donc on a dit qu'il y a différents paramagnétismes. Et que il faut que je regarde de base quel est le paramagnétisme de mon sol. Si j'ai un sol à 0, il faudra que je mette logiquement plus de basalte pour retrouver ce paramagnétisme, remonter à 300. Si j'ai un sol qui est déjà à 200, peut-être qu'il faudrait que j'en mette moins. Est-ce que je sache aussi le paramagnétisme de base de mon basalte? Et sur les dosages, il n'y a pas encore vraiment de protocole établi. En fait, peut-être intéressant, ça serait peut-être, tu vas me dire ce que tu en penses, mais de mesurer, donc comme tu dis, son sol, de mesurer son basalte et de faire des tests d'abord à petite échelle sur 1 ou 2 années, voir comment ça réagit et après étendre en fonction ou comment vous mettez en place vous? Alors en fait, nous, on s'est créé, si tu veux, une forme de tableau par rapport aux surfaces qu'on a avec les agriculteurs et les agricultrices. Dans la moyenne, vu qu'on a des moyennes à plus 30 CGS, et qu'on travaille avec des basaltes à plus 3000 CGS, on travaille pratiquement tout le temps avec les mêmes carrières, parce que voilà, on accompagne ces gens et qu'on veut du résultat, on veut un retour qui soit probant. On est dans la moyenne entre 400 et 600 kg/hectare. Voilà, avec ces CGS, plus 30 CGS et des basaltes à plus 3000, entre plus 2004 et plus 3000 CGS. Là, le sol, il remonte de combien à peu près quand on fait des mesures? Le double en mi-saison du printemps à l'automne, tu auras doublé, tu seras passé de plus 30 à plus 60, plus 70. C'est très lent, mais ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on arrive à des qualités de sol au bout de 7 à 10 ans qui deviennent ananthropiques, c'est-à-dire qui ont la capacité de s'auto-régénérer par eux-mêmes. Plus besoin d'amener d'engrais, plus de nourriture, juste de l'engrais vert pour une couverture de sol, ce qui me paraît logique, mais plus d'extraits fermentés. On a des céréaliers maintenant qui fonctionnent comme ça. D'accord. Voilà. D'accord. Et toi, ça fait combien d'années que tu utilises le basalte? Ça fait combien d'années? Donc réellement, expérimentalement, quand j'ai rencontré Jean Boucher, donc de l'INRA, on avait monté un laboratoire à Délémont dans le Jura suisse 2002. 2002. Voilà. Ah oui. Ça fait 18 ans. Hein. Voilà. Bien. Ok. Est-ce que je regarde les petites notes là? Oui, Tac, 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 voilà.
Est-ce qu'on trouve, j'avais cherché un peu des études à savoir sur l'utilisation du basalte, les protocoles d'implantation, les effets du basalte, qu'est-ce qui constituait le basalte. J'avais trouvé des études de l'ACRES, donc l'organisme qui était en lien avec Alan, le livre Géothérapie aussi où ils en parlent, ils font des protocoles où ils montrent que le fait de mettre des basaltes, en fait, on va avoir des effets sur les plantes aussi. Les plantes, elles vont mieux se développer, on aura une croissance plus rapide, on aura une augmentation de la vie du sol, de la vie en général. Et, euh, et du coup, ce que je me demande, c'est est-ce que toi, tu as des études, est-ce que tu as des liens un peu scientifiques où on peut retrouver des études là-dessus sur les effets du basalte? Alors en fait, moi les travaux que j'ai récupérés, c'est encore avec Jean Boucher de l'INRA. Donc je l'appelais Monsieur Magnésium. Donc lui, il allait chercher le magnésium sous forme échangeable. Il y en a à peu près 8,76% dans le basalte. Il allait le chercher dans ce matériau-là. Donc lui, il avait publié, il avait même écrit un livre qui s'appelle Une véritable agriculture biologique. Je crois qu'il a été réédité. Je suis pas sûr, mais je crois. Ouais, mais je te montrerai, c'est un joli pavé. Et puis il y a aussi les travaux en biodynamie de Maria Thun, en fait, qui avait travaillé scientifique avec sa fille scientifique, qui avait travaillé une vingtaine d'années avec le basalte, et c'était la seule en biodynamie à rajouter dans la bouse de corne, par exemple, du basalte. J'ai analysé toutes les préparations en biodynamie, elles étaient à 0 CGS, sauf celle de Maria Thun qui était à plus 140 CGS. Voilà, donc elle avait compris beaucoup de choses, donc elle avait beaucoup écrit là-dessus. Et pour moi, ça a été dans la dimension énergétique et rationnelle, c'était ces deux grandes forces-là sur lesquelles je me suis appuyé. En dehors des protocoles que tu as cités de Callahan, quoi. D'accord. Ok, super. Alors, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui nous écoutent concernant du coup cette roche paramagnétique? Tu aurais des choses à rajouter ou... En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un défi de tous les instants. On a des sols qui sont épuisés par soit l'histoire, même si vous rachetez une parcelle et que vous partez en agriculture biologique ou pour un simple potager naturel. S'il y a une histoire conventionnelle, c'est-à-dire avec des désherbants, des molécules de synthèse chimique, ces sols sont soit faiblement paramagnétiques ou malheureusement diamagnétiques, et c'est toute notre responsabilité. Il faut absolument comprendre que c'est une ineptie de mettre du basalte dans le sol, mais on en est arrivé là. C'est la seule solution de réhabiliter, de réinformer des sols de manière à ce que la vie puisse de manière exponentielle se développer. Après, on arrêtera d'en mettre. Voilà, on est complètement conscient de la chose. Mais on ne sait pas faire autrement. On sait que le diamagnétisme des molécules de synthèse chimique est bien plus puissant que le paramagnétisme terrestre. Donc il faut le contrer. C'est un combat. Déjà, arrêter les molécules de synthèse chimique, ça c'est d'une évidence. Je crois que maintenant on a suffisamment argumenté par rapport à ça. Mais maintenant, c'est d'augmenter le paramagnétisme du sol. C'est de notre responsabilité, de manière à ce que beaucoup de familles de micro-organismes puissent se développer. Sans ça, c'est pas possible. Vous aurez beau amener des ferments au sol, ils pourront pas se développer. Oui, dans l'idée en fait, l'agriculture, quand on essaie de comprendre l'agriculture, le jardinage, le potager, ben, c'est multifactoriel. Il y a plein d'éléments qui rentrent en compte pour créer la fertilité. Et dans le sol, le paramagnétisme, le basalte, moi c'est vrai que j'ai pas mal cherché là-dessus. J'avais découvert avec Yannick Van Dorn. Et je trouve aussi intéressant ben, le fait de rajouter ce basalte, cette roche qui va nous permettre ben, d'améliorer la croissance des végétaux. Et ça peut avoir, tu le disais aussi, un effet sur l'eau. Tu as remarqué, toi, qu'on pouvait limiter l'arrosage carrément avec le fait de mettre du basalte aussi. Alors en fait, on a constaté, là ça fait pas mal d'années que je travaille là-dessus, donc ça permet d'attirer des champignons qui sont d'abord saprophytes, et ensuite, au plus vous serez paramagnétique, au plus les mycorhizes, endo-ectomycorhizes pourront s'installer. On a remarqué que en dessous de plus 100 CGS, les mycorhizes, endo-ecto ne peuvent pas s'installer. Vous pourriez inoculer un sol, ça marche pas. Voilà. C'est pour ça que quand je vois des scientifiques, j'adore même, qui parlent de ça, Marc-André Sellos, pour moi c'est le maître en la matière, j'adore l'écouter. J'aimerais juste lui dire, voilà, il y a des moments quand vous inoculez et que ça fonctionne pas, c'est parce que le sol n'est pas suffisamment paramagnétique. On a suffisamment travaillé là-dessus. Et puis donc ça permet, donc c'est une valse en plusieurs temps. D'abord champignons saprophytes qui vont rééquilibrer un peu, déstructurer de la matière qui est dia. Et puis ensuite on a des champignons, si le paramagnétisme augmente, qui vont être liés au paramagnétisme. Et là, il y a un véritable échange sur les parcelles qui se passe entre la plante et les champignons endo- et ectomycorhiziens. Après, si tu es à plus 100 CGS et que les champignons endo- et ectomycorhiziens sont installés, c'est 60 unités d'azote hectare. Il n'y a plus besoin d'amener de l'azote, c'est terminé. Tu vois, quoi. Il l'apporte, tu vois, mais pas que ça. Les endomycorhizes, c'est les champignons qui vont à l'intérieur des racines des végétaux. C'est ça.
Et Ecto, il crée un manchon tout ouais, autour, quoi. Mais tous ces champignons sont nécessaires. T'as 5% de plantes sur la planète qui peuvent vivre sans ces champignons. Le reste, c'est juste indispensable. Le basalte, en plus, logiquement, une fois qu'on l'a mis sur la terre, on n'a pas à le remettre tous les ans. Ça va pas se lessiver comme un engrais chimique. Si on n'érode pas notre terre, il va rester. Qu'est-ce que tu en penses de Alors, ça? le basalte, en termes de matériaux et structure, reste. Le truc, c'est le paramagnétisme, comme on l'a dit, qui s'éteint. Il faut entretenir la... Il y a un parallèle entre le paramagnétisme croissant, selon tes apports réguliers une fois par an. Ça va être des apports qui vont diminuer avec les années, jusqu'à ne plus en mettre. Pourquoi? Parce que la vie en parallèle va augmenter. D'accord? Et c'est la vie qui va ensuite prendre le relais et entretenir le paramagnétisme. Paramagnétique, c'est ça que tu disais. La vie qui est paramagnétique. Et on a détruit la vie à coups de désherbants, fongicides, etc. Donc, Et puis voilà, comme tu le disais, effectivement, on a réussi à limiter les arrosages 50%, 30 à 50% d'apport en moins d'eau dans l'année par rapport à l'hyperparamagnétisme de certains sols, en fait. Voilà, à partir de plus 100 CGS, on peut considérablement diminuer les arrosages dans les tunnels, dans les serres ou à l'extérieur. Ça me soulève deux questions. Première question, c'est pourquoi il perd un peu le paramagnétisme, le basalte? Et deuxième question, est-ce qu'on sait pourquoi du coup on arrose moins quand on met du basalte? D'accord. Tu aurais des réponses là-dessus? Alors pour le moment, je travaille là-dessus. J'ai des demi-réponses, quoi, Ouais. si tu veux, quoi. Pour le moment, il y a. On ouvre une porte, il y en a 3 derrière, Ouais, c'est terrible, mais alors bienvenue ouais, on en parlait tout à l'heure, mais tu vois, je me sens tellement bien dans ce bac à sable, quoi, que j'ai envie d'y rester. En fait, déjà, il y a les nutriments qui permettent ça. C'est quand tu vas équilibrer au niveau oligodynamique une plante, ils vont remplir la vacuole. La vacuole bien remplie, en fait, c'est comme ta rate, si tu l'entretiens bien, si tu veux, elle va permettre de gérer l'ensemble énergétique de ton corps. Quand tu nourris bien un sol en oligo-éléments, ça va permettre à la plante d'aller puiser ce dont elle a besoin. Et une agression au niveau hydrique, ça vient taper dans son système de résistance. Et c'est là où elle vient chercher le molybdène, le manganèse, le cobalt, majoritairement quand il y a de la sécheresse. Voilà, ça c'est les oligo-éléments principaux en phase de sécheresse, qui permettent à la plante de mieux résister, en fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir, avec la potasse, qui doit pas être seule, hein, bien sûr, mais qui va permettre de réguler ouverture-fermeture au niveau stomatique. Mais elle a nécessairement besoin de ces oligo-éléments. D'accord. Et du coup, pourquoi le basalte il perd du paramagnétisme quand on le met Alors, c'est ça ou... Ouais, bien sûr, mais c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, si tu veux, Loïc, c'est la vie du sol qui fait que si elle n'est pas suffisamment installée entre la macro et la microfaune, donc on peut parler des vers de terre jusqu'aux micro-organismes, aux champignons, les bactéries, les levures, les nématodes, les algues microscopiques, enfin voilà, il y a pléthore. Toute cette vie-là qu'on a détruite, en fait, c'est elle qui permet d'entretenir le paramagnétisme. Donc quand on met un basalte et qu'on n'a pas cette vie en parallèle, eh bien en fait ça s'écroule. Parce que c'est un paramagnétisme presque artificiel, si tu veux, qu'on amène, qui est presque exogène, comme ça. Et il y a pas ce corollaire qui est la vie, qui doit entretenir ce paramagnétisme. Ouais, ça j'ai compris, c'est top. Juste ce que je comprends pas, parce que je pensais que le basalte, il perdait pas son paramagnétisme, Si. que il le gardait ad vitam. Alors il le garde, si tu gardes du basalte dans un sac ou dans un seau, il le garde. Mais dès que tu le mets à même le sol, il est soumis à des influences électromagnétiques, il est soumis à plein de facteurs exogènes, si tu veux, qu'à un moment donné, ce paramagnétisme va s'éteindre. D'accord. Tout doucement. Ouais, Voilà. Okay. En fait, il faut absolument comprendre que pour pas que le basalte perde la vie dès que tu le mets à même le sol, le corollaire, c'est la vie. Ouais, ok, très bien.